Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Esthétique. Collection dirigée par Jean-Louis Deshottes. Pour situer notre collection, nous pouvons reprendre les termes de Benjamin annonçant son projet de revue, Angelus Novus. En justifiant sa propre forme, la revue dont voici le projet voudrait faire en sorte qu'on ait confiance en son contenu. Sa forme est née de la réflexion sur ce qui fait l'essence de la revue, et elle peut non pas rendre le programme inutile, mais éviter qu'il suscite une productivité illusoire. Les programmes ne valent que pour l'activité que quelques individus ou quelques personnes étroitement liées entre elles déploient en direction d'un but précis. Une revue, qui expression vitale d'un certain esprit, est toujours bien plus imprévisible et plus inconsciente, mais aussi plus riche d'avenir et de développement que ne peut l'être toute manifestation de la volonté. Une telle revue se méprendrait sur elle-même si elle voulait se reconnaître dans des principes, quels qu'ils soient. Par conséquent, pour autant que l'on puisse en attendre une réflexion, et bien comprise, une telle attente est légitimement sans limite. La réflexion que voici devra porter moins sur ses pensées et ses opinions que sur les fondements et ses lois. D'ailleurs, on ne doit plus attendre de l'être humain qu'il ait toujours conscience de ses tendances les plus intimes, mais bien qu'il ait conscience de sa destination. La véritable destination d'une revue est de témoigner de l'esprit de son époque. L'actualité de cet esprit importe plus à mes yeux que son unité ou sa clarté elle-même. Voilà ce qui la condamnerait, tel un quotidien, à l'inconsistance s'il ne prenait forme en elle une vie assez puissante pour sauver encore ce qui est problématique, pour la simple raison qu'elle l'admet. En effet, l'existence d'une revue dont l'actualité est dépourvue de toute prétention historique est justifiée. Philippe Roy et Alain Brossard, Tombeau pour Pierre Rivière 2013. Jean Regazzi, L'enfance de la peur, dans le hors-champ de Bob Clark, Jack Layton et Richard Loncraine 2013. Rosa Maria Rodriguez Magda, Michel Foucault et la généalogie des sexes 2013. Jean-Louis Deshottes, Walter Benjamin et la forme plastique. Architecture technique lieu 2012. Dédicace. Pour coup. En séchant, la vase avait découvert les 3 cerfs-volants morts que le dernier muret avait piégés près du buron. Contre quoi, mon amour, échanger tes images dévotes? Et nous? Préambule. Le lecteur trouvera une filmographie complète de Brian De Palma à la fin du présent volume. Toutes les citations extraites d'ouvrages en langue anglaise sont traduites par mes soins. Comment remercier mes amis Pierre-Yves Kivigère et Arnaud Bouaniche pour leurs encouragements enthousiastes? Patricia Lortiva, David Farou et Benjamin Thomas pour leur patience si malmenée et leur relecture attentive et stimulante? Jean-Louis Deshottes, enfin, pour la confiance qu'il m'a accordée? Et surtout peut-être 2 sauts exemplaires? Citation. Comme le diable peignant nos roues de rouge et se servant de sa queue comme d'un pinceau. Pourquoi tu reparles toujours de ça? C'est toi qui avais du rouge sous les ongles. Cette fois-là, c'était inventé. Pour que vous croyiez à mes autres visions. Ingmar Bergman, Le 7e saut. Eifer Van Lightning. G.G. Byron, Don Juan. Enjeu, procédure. Cet opuscule a pour point de départ plusieurs images, plans ou scènes, qui depuis longtemps m'accompagnent. Je ne parlerai pratiquement que d'elles, de Sœurs de sang à Blowout. Une courte décennie de cinéma de palmien. Avant tout est-il écriture, rêverie peut-être, indumentum sur des images dont il entend intercepter expérimentation et péril pour en exorbiter des propositions théoriques sur les images du film, et 1 ou 2 autorités de la perception. Une aventure théorique des images par certaines images de cinéma d'une constitution coriace, elles sont loin d'être les seules, cela va de soi. Guère plus. Ce constat liminaire amène 2 remarques, l'une sur l'objet précis de l'essai qu'on va lire, l'autre sur sa forme. 1. Cette théorie des images de cinéma sera envisagée comme un saignement. Les pages à venir y trouvent au passage, le néologisme circonstanciel les organisant, une cinématologie. Une approche du cinéma par le sang des images dont l'écoulement est à la fois temps métabolique, de vie, et contre-temps, catastrophique, de mort. Pour Aristote, partie des animaux, le sang, s'il n'en est pas la cause agente, est la condition de possibilité et la cause matérielle de la sensibilité. Plus il est pur, plus la sensation est nette et exacte.
La nature du sang est cause de beaucoup de choses tant en ce qui concerne le caractère des animaux qu'en ce qui concerne leur perception, et cela est raisonnable car le sang est la matière de tout le corps. Si la convenance scientifique d'une telle proposition est à exclure, il en va tout autrement de sa correction esthétique. Ou bientôt un autre Aristote, Parva Naturalia de discutable lignée, la femme réglée quand elle regarde un miroir, l'impressionne, un nuage de sang apparaît à sa surface. Ici invente Aristote, Jean-Louis Schaeffer précise, une optique imaginaire qui est le fait du corps des femmes, supplément de nature. Le rouge déborde, la modification d'humeur secrète de la vision. Schaeffer ajoute dans Figures peintes, question du sang qui fait les images, d'une circulation du sang dans les images. Parce que le sang des règles produit des visions et que le sang résiduel du mouvement éveillé produit des figures dans les rêves. Seconde thèse aristotélicienne rencontrée ici, dont la digression sur les menstrues est en fait variation, un changement survenu dans le diaphane sous l'effet de la modification des veines oculaires de la femme réglée qui met l'air en mouvement. Le rêve est image provenant des reliquats de sensations déposés dans les organes une fois le sang de la veille apaisé. Les impressions restent dans les organes et deviennent à leur tour perceptibles, c'est-à-dire engendrent le spectacle des songes. Schaeffer lui-même, dans un geste non aristotélicien, aura beaucoup écrit sur les imageantes accélérations du sang et du rouge en puissance morphologique et en invention de figures. Le sang fait processus d'image en exhibant la crypte d'une part demeurée désir de leur secret. Dès l'art pariétal, où les hommes ont tracé sur la roche forme et dessin, les femmes dont nous visitons l'intérieur, telle ou telle grotte, c'est-à-dire telle personnalité sexuelle, non seulement contiennent et font des corps, en particulier nous-mêmes, à la différence de tous les animaux qui ne gardent pas notre mémoire, elles font littéralement de la couleur, du rouge. Ou encore, visage de blanche fleur que le Perceval de Chrétien de Troyes, en train de l'oublier, voit dans la neige à partir de 3 taches de sang laissées par une oie blessée, et qui révèle que le modèle ne ressemblera pas à son portrait parce qu'il en est la cause lointaine et que l'image est l'abîme dans lequel sa réalité disparaît. Que la ressemblance n'est jamais une propriété de l'image mais ne tient que par des registres de métaphorisation enclenchés par le spectateur, blanc du teint, vermeil des lèvres et des joues, suscité par le remords, la honte. Et robe rouge d'une vierge rhénane assise en son jardin, la Vierge au jardinet, mâle, attribuée à Schongauer de Notre-Dame de Strasbourg, à laquelle Schaeffer de l'adolescence sera souvent revenu. Question de style, Polyxène et la Vierge à la robe rouge, la cause des portraits. Où se nattent ces deux motifs entrecroisés que sont le sang des femmes et le sang du Christ. Le sang impie des menstruations et le sang glorieux de l'Eucharistie. Schaeffer verra juste, pas de rouge dans la nature. Et n'invalide rien qu'il y existe des choses rouges. Le rouge de la peinture, de presque toute la peinture, ne fait pas le corps des choses rouges. Il les fait venir le plus près possible de la surface. De quelle surface ? De la surface que nous devenons en regardant ce rouge. C'est un événement visuel de couleur qui finit par teindre et non le peintre, peindre la robe de la Vierge, que la couleur devient couleur. Rien de la couleur ne peut advenir s'il ne commence par arriver comme quelque chose qui fait macule, en regard de la chose, effusion de sang, quand rien désormais ne légitime ce rouge, ni référence, ni ressemblance, ni récit. L'affirmation finit par tomber, évidente, laconique, qu'est-ce donc qui est rouge ? Ce qui est peint en rouge. Le sang et l'Eucharistie auront été les tenseurs, après question de style, qu'il annonce, de tout un livre exceptionnel, avec le Panis Vitalis, corps christique, sur fond de fiction théologique son sous-titre, qui en déplie les analyses, l'hostie profanée, de Paolo Uccello à Dracula. Le topo des profanations eucharistiques semble une transformation du topo byzantin, iconodule, de profanation des icônes. C'est que le pain de communion est image. Et saignant comme le sang n'est pas normalement apparent et ne peut être conclu que de son épanchement, l'objet sacré qu'il est donne preuve de la présence réelle, n'est vulnérable que ce qui est là, le sacrilège atteste de la réalité de cela même qu'il récuse, occulte, clandestine, du divin dans l'image, de l'infigurable dans la figure. L'hostie profanée, où s'hémorragie le vortex présentifiant figurant des images, plus que leur formule représentante, figurative, c'est-à-dire illusionniste, témoigne que l'image n'aura jamais été que seule ombre et sosie, et idolon. Idolâtrie condamnée par Dieu. Le christianisme justement, doctrine de la transsubstantiation, n'en aura jamais respecté l'interdit, à la différence du judaïsme et de l'islam, mais synesthésie de l'apparition.
Le rouge du sang accommode des figures. Mieux, il n'y a pas de rouge avant tel agencement imageant de figures. Merleau-Ponty l'avait déjà décliné. Je cite un peu longuement, « Ce rouge n'est ce qu'il est qu'en se reliant de sa place à d'autres rouges autour de lui, avec lesquels il fait constellation, ou à d'autres couleurs qu'il domine ou qui le dominent, qu'il attire ou qui l'attire, qu'il repousse ou qui le repousse. C'est une concrétion de visibilité, c'est aussi un fossile ramené du fond des mondes imaginaires. Toute couleur est, au demeurant, comparée par le philosophe à un détroit entre des horizons extérieurs et des horizons intérieurs toujours béants, qui fait résonner une modulation éphémère de ce monde, cristallisation momentanée de l'être coloré et de la visibilité. Mais le sang est aussi certain flux intérieur perceptuel et perçu, ou inaperçu à l'état régulier, c'est tout comme, quand il déchire figuralement depuis l'intérieur du corps sa forme aspectuelle, close. En cinéma, pas en peinture, art statique, plus coulure que couleur, puisque de toute façon les couleurs n'y sont que transparentes, Roger Lénart, même si le rouge aura vraisemblablement été la couleur par excellence de toute la chromomachie du Technicolor trichrome. À supposer qu'une approche du cinéma par la sensibilité immanente des images soit possible, je m'en explique plus loin, elle doit se donner comme tâche de témoigner, dans l'immanence de leur composition et de leur réseau, d'un sang. On aura donc compris qu'il ne s'agira pas seulement ici d'images qui montrent du sang représenté à l'image, souvent trop noir ou trop vermillon, image plus ou moins dégoûtante. Ce qui se met en image, entre autres, mais sous un mode excellent dans le corpus de Palmien des années 70, c'est que les images de cinéma elles-mêmes saignent, qu'il y a un goulet pulsatile, une perception dégoûtante des images. 2. On ne dénichera pas dans cet essai un livre au sens architectonique du terme. Comment en composer un de toute façon à propos des images, sinon à faire un livre plus visible que lisible, un livre illisible, un livre à voir, un livre juste pour voir? Cette raison n'est encore que générale, les images ne sont pas des concepts. Jusqu'où peut-on substituer des mots, par définition généraux et abstraits, aux images dont les mots entendent se réclamer? Comme l'écrit Jean-François Lyotard en une formule balistique, on ne peint pas pour parler mais pour se taire. Nous pourrions en dire tout autant du cinéma. La pensée conceptuelle, ne reconnaissant qu'universel, que commun, qu'abstrait, ne peut absolument pas tenir la promesse de la singularité irrémédiable et événementielle des images, présence pleine, de ces choses qui sont des êtres à notre vie. Mais par ailleurs, pourrions-nous tout simplement vivre sans la capacité abstractionnelle? S'agissant des images, il n'est nullement envisageable de se tenir dans le silence, qui serait renoncement à penser leur radicalité. Seulement, le texte ne peut être ici qu'alarmé, troué, vidangé, c'est-à-dire sensoriel, sensuel, idoine. Je voudrais être capable, il me semble qu'il suffirait d'écrire des mots, quelques mots qui seraient le halètement de la présence dans mon texte sur la présence, vous comprenez? Cela suffirait. Vous la sentiriez. Il en existe une autre raison particulière, s'il est vrai que c'est donc aux images, du moins dans une démarche inductive, de déterminer à chaque fois à usage unique, introuvable, l'écriture qui les lira. Cette raison particulière est la suivante. Sur ce qui saigne, sur ce qui perçoit par écoulement, aucun mot, figé, rond, interdit, ne pourra sans doute venir fixer quoi que ce soit, et il ne faudra pas trop se laisser prendre au jeu malvenu mais nécessaire des mots. Ce petit livre prétend avant tout couler. Ce n'est que par accident qu'il se tient dans votre main, sous la forme d'un objet grumelé. On ne devra pas prendre ce texte pour ce qu'il n'est pas, et ne prétend être en aucune manière, un essai scientifique pour professionnels de la théorie du cinéma, ils sont trop peu nombreux, ou spécialistes des études de palmiennes, si tant est que cela existe, satisfaisant aux exigences ordinaires de l'enquête académique. On s'en rendra très vite compte. Délaissant délibérément des pans entiers de la littérature critique sur tel ou tel moment de son questionnement, il ne fait que transcrire une promenade personnelle dans des images, un itinéraire de circonspection, c'est-à-dire aussi une randonnée de lecture, pleinement électif. Je ne me cache pas d'aller uniquement là où il me plaît, n'ayant pas le goût de vouloir ratisser large, posture qui m'a toujours paru trahir, outre qu'elle est symptôme flagrant d'un encyclopédisme étriqué où la pensée manque, la fébrilité des convictions. Dès lors, on ne trouvera pas ici non plus une théorie en bonne et due forme, au sens étroit du terme, c'est-à-dire une machine conceptuelle et verbale, dont tout un chacun l'ayant lu pourrait faire usage, et qui entendrait délivrer des savoirs couronnés et prêts à porter.
Les concepts qui valent pour tout le monde n'ont de prix pour personne. En revanche, ce texte tient ceci pour acquis. Qu'il existe dans les images ce qu'il faut bien appeler une théorie, un examen, un regard, des images sur elles-mêmes, qui n'a rien à voir avec une quelconque pratique réflexive du cinéaste sur son geste, qui relèverait encore de la conscience rationnelle, mais qui est justement non dianoétique et dont surtout, j'ai cherché, sans y parvenir par définition à me tenir toujours en deçà de l'énonciation catégorielle. Car on ne peut complètement se leurrer, et le modeste philosophe qui vit quelque part en moi le premier. Si l'art produit de la pensée, il faudra revenir sur ce vocable. En dehors de toute intervention conceptuelle, il faut bien du concept pour l'expliciter, et d'abord au lecteur, puisqu'on décide malgré tout de faire un livre, horrible expression. Telle est la raison pour laquelle je m'en tiendrai uniquement à quelques questions, sans chercher à viser le moindre résultat tangible, quantifiable, dans la mesure où la partie la plus noble de la théorie conceptualisée, la philosophie, n'aura d'ailleurs jamais fait secret, du moins quand elle n'est pas entre les mains des professeurs ou des pédants que la question seule est son affaire. Ce sera mon unique méthode. Et de méthode, il s'agit bien. En avoir une implique précisément d'accepter de ne pas atteindre le moindre résultat, mieux, que le résultat est secondaire et accessoire, puisque le principe même de la méthode déplace le curseur de l'activité de la pensée de ses fruits à ses processus. Cinématologie. Vous savez, il y a un inconvénient à se fier à un bâton indiquant une direction, répondit l'autre. Quel inconvénient ? C'est que l'autre bout du bâton indique toujours la direction opposée. Ce qui importe, c'est que vous teniez le bâton par le bon bout. G.K. Chesterton. Le cinéma américain des années 70 est la toile de fond, l'enduit sur lequel viennent se fixer et s'animer les images de films comme Phantom of the Paradise, Carrie ou encore Blowout. Il s'annonce avant tout préférable d'en produire un bref rappel pour isoler ce qui s'importe du contexte, et pointer le laisser de côté dans ce qui importe de leurs images. Dans les pas de la montée des mouvements contestataires contre la ségrégation raciale, la guerre du Vietnam, et de la perte de confiance dans le politique, l'assassinat de J.F. Kennedy, la fusillade des campus de Kent State et de Jackson State, apparue dans les années 60, le cinéma américain de la décennie postérieure a opéré un écorchage, un ravalement abrasif de l'argument d'autorité de l'image classique. The Big Shave 1967, un court-métrage du tout jeune Martin Scorsese en propose un paradigme en images explicites. Jean-Baptiste Toré l'a abondamment commenté, défiguration critique. Je me permets d'en rappeler l'argumentaire. Dans une salle de bain parfaitement récurée, d'un blanc éclatant, l'image factice et chaste du classicisme, désormais dégradée en imagerie de la télévision et de la publicité, un homme entre pour se raser. Installé devant l'évier, il finit par se couper méthodiquement avec indifférence et sa lame, tout le visage transformé en plaie sanguinolente, le travail de dépeçage du nouveau cinéma. Jouant la déstabilisation et la subversion, la familiarité contre l'horreur qui s'y déroule, la propreté du décor contre la débauche organique, la banalité de la situation contre l'équarrissage du visage. Avec motif documentaire, ce film en rouge et blanc montre la perméabilité du cinéma aux images de l'actualité contemporaine. La métaphore est transparente. Je voulais même terminer sur des images d'archives du Vietnam, mais elles étaient inutiles, confiera plus tard le cinéaste. Comme le conclut ici très bien Toré, l'Amérique s'automutile, au Vietnam, la perte de l'innocence avec l'assassinat de Kennedy a aiguisé la mauvaise conscience du génocide indien. Voici venu le temps du mal intérieur. Toute une génération de cinéastes provenant des marges, télévision, critiques de presse, théâtre new-yorkais, photographie de mode, université, comme De Palma, a pris le pouvoir au sein du studio système. Jusque-là, le producteur hollywoodien se tenait au sommet d'une pyramide verrouillée par une division des tâches rigoristes et cloisonnées, mais désormais moribonde, frappée par la concurrence du petit écran ou le vieillissement des cadres. Armé d'une toute autre conception de l'image, formé à d'autres médias ou imprégné de théories sur les films, ces nouveaux arrivants admiraient les modernistes européens, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, etc., et le cinéma américain indépendant, documentariste, vérité, des Appenbecker et Charlie Koch, production fauchée de Roger Corman,
The Wild Angels 1966, The Trip 1967 ou encore Shadows 1960 de John Cassavetes. Alors que les majors désorientés enchaînaient les divertissements familiaux et pressaient des genres gris-gris devenus anémiques, le western, la comédie musicale, pour essayer de garder la tête hors de l'eau et contrecarrer de leur mieux une déréliction qui avait commencé dès l'après-guerre, ces cinéastes, plus en phase avec les désirs d'image des baby-boomers qui désertaient les salles et avec un climat social tendu comme une corde à linge, ont réussi à mettre en avant la figure de L'. Auteur-réalisateur, pour le meilleur et pour le pire, en lieu et place de l'ancien faiseur de films, filmmaker, le plus souvent cantonné pendant des décennies au rôle ingrat d'exécutant. Torre donne la description suivante du cinéma de cette époque, qui s'essouffle dès le mi-temps de la décennie. Un irrespect systématique à l'égard des règles classiques de l'intrigue et de l'évocation chronologique des événements, un doute sur les motivations des personnages et partant un jugement moral, souvent relégué au second plan, une sympathie pour les marginaux, un rapport frontal au sexe et à la violence, un scepticisme chronique à l'égard de toute forme d'autorité. Et il ajoute, plus sur la forme des films, le dévoilement du cinéma comme médium qui rend visibles les mécanismes de fabrication du film, un goût pour la relecture et la déconstruction critique des genres, enfin, une volonté de substituer à l'horizon artificiel du cinéma hollywoodien et des réponses qu'il apporte la beauté d'un parcours incertain qui s'achève par une série de questions ouvertes à l'intelligence du spectateur. Quoique partielle, cette description me suffira. Arthur Penn déclarait à propos de Bonnie and Clyde, 1967, l'un des films fondateurs du Nouvel Hollywood: « On est en pleine guerre du Vietnam, ce film ne peut pas être immaculé, aseptisé et bang bang. C'est foutrement sanglant, fucking bloody. » Fini l'abstraction hygiéniste du cinéma classique désincarné, le glamour, la photogénie. Les films seront désormais sales, poisseux, organiques. Il n'était pas le premier cinéaste à filmer la violence, mais il était le premier Américain à le faire avec autant de volupté et en couleur. On se souvient que Godard faisait dire à peu près au même moment à un personnage de Weekend, à l'hémoglobine généreuse, que ce n'était pas du sang mais du rouge, ce même rouge, à la fois pop et maticien, que dans Pierrot le Fou ou La Chinoise, couleur de peinture, et que c'était justement ce qui choquait dans le film. Que Penn y soit arrivé ou pas, n'est pas le sujet ici. Seul compte, au-delà du sang présent à l'écran, que des images se signalent à un moment donné, l'histoire du cinéma en comporte d'autres, par rapport à un corps figuratif, en l'occurrence l'image représentative et narrative de type fictionnel, comme un empoisonnement du sang, un dégât septicémique, par le dérèglement, par l'intoxication, par la contamination, des codes, des formes et ainsi de suite, et comme ce qui se nourrit en même temps de ce Q'. Il reste du suc vital de l'ancien cinéma qui l'infecte, une boulimie hématophage, où l'on puise, parfois sans vergogne, à ce qui des vieilles images peut donner un regain de vitalité mis à l'ordre d'un jour nouveau. Le cinéma de palmien des années 70 en paraît on ne peut plus caractéristique. Piratant l'image classique tout en s'y abreuvant, détestant un système dont il ne peut se priver, faisant par ailleurs explicitement du sang, indépendamment de sa stricte représentation à l'image, l'un de ses enjeux visuels et théoriques majeurs. Sortons de la stricte histoire du cinéma, et notre déambulation nous fera bientôt croiser un drôle de petit animal. Une économie spéculative peut-elle loger la déclinaison des figures par le sang, associant autrement que par l'accident des circonstances, attitude esthétique à l'égard du sang, perception et théorie des images? L'expérimentation visuelle n'est jamais aussi impétueuse que lorsqu'elle se confronte aux rebondissements que les images perçoivent, c'est-à-dire s'entrechoquent, s'attirent, se froissent, saignent, suintent, dégoulinent. B. Henri Bergson. Il existe une perception pure, extérieure, matérielle, plus bas degré de l'esprit, dans l'ensemble des corps d'abord. Avant la perception consciente par l'homme, qui adopte mon corps pour centre, comme image favorisée que je perçois aussi par le dedans. Perception qui opère une sélection dans une série ininterrompue de visions instantanées, qui ferait partie des choses plutôt que de nous. On connaît le commentaire qu'en a proposé Gilles Deleuze dans Cinéma 1, les choses sont d'abord des images, renvoie dos à dos du réalisme et de l'idéalisme, avant d'être nos représentations, dans un univers accentré, immanent et objectif, nous n'y paraissons que dans un second temps, un monde d'universelle variation, universelle ondulation, universel clapotement. Il n'y a ni axe, ni centre, ni droite ni gauche, ni haut ni bas,
état trop chaud de la matière pour Q'. On y distingue des corps solides, où il n'y a nulle différence entre image, matière et mouvement. La perception consciente introduira après coup des arrêts pour notre action, c'est-à-dire de la spatialisation. Indifférentes les unes aux autres en raison du mécanisme radical qui les lie, les images se présentent réciproquement les unes aux autres toutes leurs faces à la fois, ce qui revient à dire qu'elles agissent et réagissent entre elles par toutes leurs parties élémentaires, et qu'aucune d'elles par conséquent n'est perçue ni ne perçoit consciemment. Il ne faut pas confondre la perception, présence, matière, et la représentation, à perception consciente. De la perception pure qui par définition n'est pas nôtre, nous pouvons au mieux appréhender des vestiges, le reste, en nous rendant disponibles, tant que faire se peut. Peut-être est-ce plutôt le projet d'une poétique des images, à une sauvagerie de la perception, au lapsus du monde, des émergences de zones non baignantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.